Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode de la série que nous allons consacrer, que Argon & Co va consacrer au futur des opérations. Alors très rapidement, nous allons nous présenter, Guilhem et moi. Oui, bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre. Guilhem Delorme, je suis associé de partner au sein d'Argon & Co. Et plus précisément, je dirige l'équipe Iris by Argon & Co, qui est l'équipe en charge de la data et de l'IA au sein du cabinet. Et donc, à ce titre, on conçoit, on développe et on déploie des solutions data et des solutions IA, mais toujours avec cette spécialisation sur le domaine des opérations, qui est l'ADN qu'on partage avec Argon & Co. Et donc, je co-animerai ce webinaire avec Fabrice. Donc Fabrice Bonneau, je suis un des fondateurs d'Argon & Co et senior partner. Un petit mot d'Argon & Co pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous sommes un cabinet spécialisé dans la transformation des opérations. Voilà, nous intervenons dans le monde entier. Nous sommes d'un peu plus de 700 consultants. Et en France, nous sommes 250. Alors quand on dit opération, évidemment vous connaissez, mais c'est toute la chaîne qui va de la conception produit jusqu'à la livraison au client final, en passant par le manufacturing, la supply chain, la logistique et tout le pilotage financier autour de ça. J'ai aussi la chance d'être président de la chaire des ponts Supply Chain du futur, où nous travaillons justement sur les sujets dont on va parler aujourd'hui avec nos partenaires. Donc nos partenaires, bien sûr, l'école des ponts, mais aussi Renault, Michelin, Vuitton, Louis Vuitton et Decathlon. Alors, si nous avons voulu faire cette série consacrée au futur des opérations, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout le monde le constatera depuis plusieurs années, le monde change beaucoup, donc il change de manière générale, mais on va le voir avec un impact très fort et très significatif sur les opérations. Et puis aussi, il y a les nouvelles technologies qui arrivent. L'intelligence artificielle est arrivée très rapidement, enfin elle est arrivée rapidement, puis vraiment très très rapidement depuis 2 ans. Il y a d'autres innovations également. Et on s'est dit quelque part que c'était notre responsabilité en tant que consultant spécialiste sur les opérations, de vous apporter des éléments à la fois qu'est-ce qui change pour les opérations, qu'est-ce que la technologie peut vous apporter, et voilà qu'est-ce qu'on peut vous donner humblement comme éléments pour construire votre feuille de route. Alors ces éléments, ils viennent à la fois, bien entendu, de ce qu'on peut trouver chez nos clients, puisque nous intervenons dans tous les secteurs, mais aussi nos propres innovations et nos propres réflexions, en particulier d'ailleurs sur l'intelligence artificielle portée par l'équipe Iris. Donc cet épisode 1, il est là pour fixer le cadre. Donc fixer le cadre de qu'est-ce qui change dans le monde des opérations aujourd'hui et quelles sont les grandes thématiques qui sont vraiment impactées et sur lesquelles nous allons vous donner des premières clés, des premiers éléments. Et évidemment, les webinaires suivants, comme on le précisera à la fin, vont faire des zooms sur chacun des sujets. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de vous donner, on va dire, les fondamentaux autour de l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, vous savez bien tout ce qu'est l'intelligence artificielle, mais on se rend compte quand même en discutant avec nos clients que tout n'est pas si clair que ça, et que ça mérite un peu, surtout avec l'arrivée de GenAI assez récente, où on confond souvent GenAI égale IA, voire même IA égale algorithme, voire même, enfin bon, voilà. Donc on a besoin un peu, pour que vous compreniez notamment les webinaires qui vont suivre, de cadrer un peu ce qu'est l'IA, et aussi de vous donner des premiers éléments et une première mapping de ce qu'on peut faire avec l'IA dans les opérations. On dira un mot aussi sur la difficulté qu'il y a à innover dans les opérations, parce que les opérations, tous les gens qui nous écoutent le savent, c'est quelque chose de complexe, on n'a pas le droit à l'erreur, etc. Donc, nous aussi, de manière humble, on a fait de l'innovation dans les opérations, on vous donnera un retour d'expérience. Et bien entendu, on vous donnera aussi le planning pour la suite, pour vous éclairer sur les webinaires qu'il va y avoir courant du mois de septembre. Alors, sur le premier sujet, on dit les opérations sont au cœur d'un monde qui change, et le monde y change. Alors, pour plusieurs raisons, mais moi j'en vois au moins 5 qui ont un impact sur les opérations. Le premier élément, évidemment, c'est la pénurie des ressources de manière générale. Donc, c'est une pénurie qu'on a connue pour des raisons qu'on pourrait considérer conjoncturelles, mais des ressources aussi
y compris des ressources sur le domaine énergétique, mais on a des sujets sur les terres rares, on a bien entendu des crises qui sont liées aux conflits, comme l'aluminium par exemple, etc. Mais en tout état de cause, nous ne sommes plus dans un monde où quelque part c'est open bar en termes de ressources. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est évidemment très lié, c'est le défi environnemental et c'est le défi climatique. Et on verra que les opérations, les industries évidemment, de manière générale, à la fois sur leur scope direct, mais sur tout ce qu'ils utilisent, sont très impactantes pour l'environnement, et qu'à l'intérieur de l'industrie, on verra, les opérations sont très impactantes. Alors on pourrait regretter un peu, avec tous les éléments, tout ce qui s'est passé ces dernières années, on pourrait regretter que la guerre face au défi environnemental ne va pas assez vite. Nous, on est quand même convaincus que ça va s'accélérer parce que c'est inévitable. On ne peut pas continuer à consommer la planète à 2/3 de l'année, ou même à la moitié de l'année. Donc de toute façon, ce défi-là, il va évidemment s'accélérer. Le troisième point, qui vient un peu des deux autres, mais pas seulement, c'est la fragilité des chaînes de valeur. Là où finalement la mondialisation avait apporté beaucoup de facilité, l'accès à toutes les ressources, le transport plutôt facile, les flux qui s'accélèrent, etc. On a connu depuis plusieurs années, pour des raisons essentiellement géopolitiques, hein, mais pas seulement, pour des raisons aussi qui peuvent être climatiques, on a connu des problèmes dans des chaînes de valeur qu'on n'avait jamais connues avant. Par exemple, l'automobile n'avait jamais été confrontée à une crise comme la crise des composants électroniques. Et ça, c'est un phénomène évidemment nouveau. Et on verra que ce point-là a un impact particulier, évidemment, sur la chaîne, sur les opérations sur la chaîne de bout en bout. Le quatrième point, c'est tout ce qui concerne l'humain. Alors, en Occident en particulier, ça a commencé où la crise du Covid a été un déclencheur. Les ressources humaines et les hommes, et les jeunes générations en particulier, ont d'autres exigences, d'autres appétences qu'il y a quelques années. Il y a des domaines où c'est devenu très difficile de trouver des gens qualifiés. Le télétravail a amené certaines façons de travailler et certaines exigences. Et ça a un impact, on le voit aussi, dans toute la chaîne des opérations, sans compter évidemment, mais ce qui ne date pas d'aujourd'hui, et c'est bien normal, l'exigence qu'on a en termes sociétal. On ne peut plus... on n'aurait jamais dû, mais on ne peut plus avoir des fournisseurs qui utilisent de la main-d'œuvre trop jeune ou voire des enfants pour fabriquer des produits. Et toute cette dimension-là, évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais elle est totalement critique. Donc voilà, ça effectivement, c'était le quatrième point. Et enfin, le cinquième, qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est l'exigence des consommateurs. Ce qui est un peu nouveau, c'est que le consommateur, il est devenu un peu schizophrénique. C'est que le consommateur, il est exigeant parce que, par exemple, Amazon a mis de l'exigence dans tous les engagements, dans toutes les vitesses de livraison, a mis de l'exigence partout, que quelque part tout le monde a copié. Là où c'est un peu schizophrénique, c'est que le consommateur, et heureusement, il a maintenant des exigences sur le plan environnemental. Donc il dit, moi, je veux être servi vite et bien, mais il ne faut pas que ça impacte la planète. Bon, à un moment, on comprendra bien que ça peut être un peu schizophrénique, ou bien, je veux avoir accès à plein de produits différents, tous un peu de nature, voilà, qui sont très personnalisés, mais tout ça, ça élargit l'offre produit, et élargir l'offre produit, on le verra, ne va pas dans le bon sens. Donc c'est ces 5 éléments qui nous semblent déterminants. Il y en a sûrement d'autres. Alors, quels impacts ils ont sur les opérations, ces éléments-là? Le premier, qui est vraiment nouveau, hein. Nous, enfin, moi personnellement, je fais du conseil depuis assez longtemps. La gestion des risques, bien sûr que c'était important dans la supply chain, mais aujourd'hui, la première question, quand on discute avec des patrons des opérations, la première question qui leur est posée par leur patron direct, c'est finalement, est-ce que tu peux anticiper le risque auquel nous sommes exposés? Ce n'était pas la première question qu'on posait nécessairement il y a 20 ans. Ceci dit, avec tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, on peut comprendre la question, hein, on ne va pas tellement la challenger. Voilà, alors, ce n'est pas une question simple, parce que ça s'apparente à Nostradamus, parce que ça concerne beaucoup de choses, cette anticipation de risque. Ça concerne
alors je ne sais pas dans l'ordre dans lequel on doit le prendre, mais bien entendu, ça concerne toute la chaîne amont. Donc les fournisseurs, par exemple, on sait que les fournisseurs, les risques peuvent être de toute nature, en particulier tout simplement qu'à un moment, un fournisseur dans un pays ne peut plus livrer pour des raisons climatiques, géopolitiques, etc., ou bien qu'ils se mettent en défaut très sérieux vis-à-vis d'exigences sociétales, etc. Ça arrive, voilà. Donc ça, c'est un premier risque. On a évidemment le risque sur le transport. Donc ça, on l'a vu ces derniers temps. Je ne vais pas reprendre les exemples du canal de Panama ou de Suez, etc., mais ce risque, il devient très élevé. On a un risque sur l'environnement. Alors l'environnement, il y a des liens avec le transport, mais il y a tout simplement des choses très simples qui n'existaient pas avant. Il y a aujourd'hui des industriels qui se disent, est-ce qu'on va aller mettre des installations de production dans ces pays parce qu'on risque de manquer d'eau, par exemple. Et des sujets comme ça, il y en a évidemment plein d'autres. Il y a des risques humains, des risques à ce que des gens quittent leurs entreprises parce qu'ils ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font. Et on sait que c'est difficile, des risques à ne pas pouvoir trouver les ressources compétentes dans ce monde qui change très vite. Et puis il y a des risques alors sur lesquels je ne m'étendrai pas, parce que ça concerne évidemment bien plus que les opérations, mais c'est les risques de sécurité informatique au sens large. Alors sur ces sujets, on n'a pas de recette miracle. Mais en tout cas, ce qu'on voit chez nos clients, c'est la première chose, c'est connaître sa chaîne de valeur. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Aujourd'hui, les best-in-class, on va dire, qui sont, par exemple, dans l'automobile, les entreprises automobiles, maintenant, ont fait un travail considérable pour connaître tous les fournisseurs jusqu'au dernier rang et de manière verticale. Et ils savent qu'au rang 4, il y a tel fournisseur qui est à tel endroit, qui fait telle taille et sur lequel il y a tel risque. Évidemment, tout le monde n'en est pas là aujourd'hui. C'est un travail de fourmi, mais qui devient absolument indispensable de faire. Et notamment pour faire aussi traiter le deuxième sujet. C'est qu'une fois qu'on sait ça, on est capable de faire des simulations sur la chaîne de valeur. Donc on est capable de tester la résistance de l'operating model. Donc en gros de ses fournisseurs, mais aussi de ses propres opérations industrielles, de ses propres opérations logistiques, qui dit il y a des pays qui sont à risque, on entend des signaux faibles à tel endroit, que se passerait-il si? Donc ça, il faut savoir l'adresser évidemment pour pouvoir faire ensuite tout un tas de simulations, de recherche de fournisseurs alternatifs, etc., etc. Et puis ensuite, des choses naturelles qu'on faisait, mais prendre bien en compte la dimension humaine dans la transformation, c'est fondamental, de savoir si un projet il va être accepté, comment est-ce qu'il amène de la sérénité aux équipes, oui ou non. Et puis après, il y a tous les travaux autour des risques climatiques, notamment de l'eau, etc. Et enfin, je voudrais terminer par quelque chose qui est un sujet assez supply chain, c'est on a traité, nous, dans notre histoire, vous vous en doutez bien, et on en traite toujours, des sujets qu'on a toujours appelés de réduction de stock. La question de la réduction de stock, elle est fondamentale, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est du cash pour les entreprises, c'est jamais très bon. Et puis aussi parce que si on a un stock trop élevé, on risque d'avoir de l'obsolescence, donc de la destruction, etc. Et on revient sur les sujets environnementaux. Ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui va arriver à coup sûr, c'est que, et c'est pas juste quelque chose à la marge, c'est que la réduction des stocks à tout crin, de manière un peu, on l'a vu, des projets un peu brutaux qui disent, bon allez, on fait moins 30%, peu importe ce qui se passe, ces projets-là vont se transformer en projets qui sont plutôt sur la qualité de stock, parce qu'il y a des ressources qui sont stratégiques, qu'il faut mettre. Voilà, il y a des produits sur lesquels il ne faut pas prendre de risques. Donc le juste à temps, il faut faire un tout petit peu attention, etc., etc. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, je dirais, c'est le premier impact qui peut être, et c'est le premier qui va venir du patron des opérations. Le deuxième, alors effectivement, vous verrez que tous ces sujets, on va les aborder dans les épisodes qui vont venir, en particulier sur la relation avec les fournisseurs. On va aussi parler de tous les risques autour de la logistique, par exemple, avec les pénuries autour du foncier, tout simplement, les pénuries humaines, etc. Et la politique de stock, on va bien entendu en parler dans tout ce qui est sujet de planification industrielle. Alors le deuxième sujet, c'est les opérations qui sont face au défi environnemental. Donc ce sujet arrive vite quand même, pas assez vite à notre goût, pas assez vite à mon goût personnellement, mais il arrive vite pour tout un tas de raisons. Il y a une pression aussi, et qui est positive,
Ça arrive du capitalisme qui maintenant, pour avoir accès à de l'argent, les critères ESG commencent à être pris en compte. Et puis tout simplement, la raison, c'est une raison de fond, c'est que les opérations, elles représentent l'écrasante majorité de l'impact environnemental de l'industrie. Mais l'écrasante majorité. Si on prend l'exemple de la mode, par exemple, qui est peut-être le sommet de ça, mais quand vous regardez, on a fait des exercices, nous, on est à plus de 90%, avec une partie évidemment sur la matière première très impactante, avec une partie sur le manufacturing évidemment très impactant, et puis une partie sur les transports, que ce soit des transports amont ou aval, parce que dans certains secteurs de la mode plus de luxe, on transporte même en avion. Donc on a une partie, on a tout ça qui impacte très fortement tous les sujets autour évidemment du CO2, mais pas seulement, les autres critères au-dessus. Et les opérations, elles ont cet impact-là, et elles ont donc tous les leviers, ou presque. Alors ça, c'est à la fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement, les opérations, elles ont quand même un peu les cartes en main. Quand on regarde tout ce qu'elles peuvent faire en termes d'impact sur le climat, c'est quand même monstrueux. Ça va de l'éco-design, la conception des produits, pour évidemment utiliser des matières qui soient moins impactantes, construire des produits qui soient plus facilement réparables, etc. Des achats plus responsables, on en parlera d'ailleurs dans les webinars, des achats beaucoup plus responsables qu'ils ne sont, des choix de fournisseurs qui prennent en compte ça. Alors un sujet qu'on a appelé Zero Waste Planning, alors vous ne voyez pas le terme supply chain dans ce schéma, mais ce n'est pas complètement un hasard, c'est que Zero Waste Planning, c'est de la supply chain, et au fond, c'est ce qu'essaye de faire la supply chain depuis des années. C'est faire en sorte qu'on fabrique le bon produit et pas autre chose. Donc, c'est faire encore mieux en supply chain sur la partie prévision, sur la partie planification, etc. Et ça, on y reviendra forcément dans tous les webinaires qu'on va présenter. Un sujet autour du manufacturing, parce que le manufacturing, vous le voyez dans le secteur de la mode, mais c'est partout, c'est une partie significative, évidemment en termes de consommation d'énergie, mais d'impact sur les déchets, etc., etc. Tout ce qui est green logistique, on a un épisode vraiment consacré à la décarbonation du transport avec des actions concrètes. Et il y a des choses qui se passent, il y a des solutions innovantes. Ce sujet, aujourd'hui, il est impensable de faire un schéma logistique. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne fait plus de schéma logistique chez Argon sans prendre en compte l'impact carbone. C'est absolument pas possible. Et vous verrez les exemples qu'on a là-dessus. Et puis, bien entendu, toute la partie économie circulaire, on consacrera l'épisode 11 à ça, qui représente un enjeu majeur et qui n'est pas très facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la partie impact environnemental. Et comme vous le voyez, ça touche absolument tous les process. Nous aurons des épisodes qui seront consacrés presque exclusivement à ça, en particulier un épisode qui s'appelle la 4e dimension, dont je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Un épisode aussi pour comment on compte tout ça et comment ça impacte la finance de nos entreprises, parce qu'il y a aussi des sujets, évidemment et heureusement, de réglementation. Et puis, je l'ai dit, sur la décarbonation et sur l'économie circulaire. Le troisième impact sur les opérations, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'exigence des clients et c'est la volatilité. Alors, c'est un lieu commun, le monde VUCA, etc., mais ça reste tout à fait vrai. Alors, on peut se demander si ça va rester vrai longtemps. Parce qu'à un moment, s'il y a des problématiques de disponibilité des produits, etc., peut-être que le client sera déjà content, on en reparlera, d'avoir des produits et peut-être un peu moins rapidement qu'aujourd'hui, parce que quand même l'inflation sur la vitesse a été un peu forte. Ceci dit, on a quand même des sujets de volatilité de la demande, ça c'est très clair. Alors on voit par exemple, on a fait un petit schéma, mais ça c'est une maille très globale. Quand on regarde les produits de luxe en Chine depuis 5 ans, c'est pas facile de prévoir ce qui va se passer en Chine quand même. Parce que en plein dans les années Covid, on s'est dit pendant 2-3 mois que ça allait être effectivement catastrophique pour les produits de luxe. Et dès le mois d'août 2020, c'est reparti très fort, à tel point que quand on regarde la croissance du luxe et des consommateurs chinois sur les produits de luxe entre 2019 et 2021, finalement, c'est de la croissance, étonnamment. Et par contre, ça s'est ralenti en 2022 parce que finalement, les lockdowns ont continué un peu en Chine. C'est reparti en 2023. Et puis là, pour des raisons qui sont liées à l'économie chinoise, à la crise immobilière ou à d'autres, ça a fortement baissé ou baissé en 2024. Et donc, que va être 2025 ? Honnêtement, on n'en sait pas grand-chose. Donc ça, c'est valable pour le global. Mais évidemment, à des mailles plus fines sur les produits, vous imaginez à quel point la demande est très imprévisible. Et en termes d'exigence, c'est là où je vous disais qu'il y a un côté un peu schizophrénique, parce que le client, il veut
il veut un accès élargi au produit. Donc ça, c'est l'exigence sur l'omnicanal. Quand vous allez acheter, quand vous voulez un produit et vous êtes un consommateur, un produit d'électroménager ou d'électronique, vous avez envie de pouvoir le prendre sur Internet, qui vous livre directement chez vous, de le chercher dans un magasin, ou bien de faire un click and collect, et tout ça de manière très transparente, ce qui n'est pas très simple pour les opérations. Vous voulez aussi avoir des services personnalisés de livraison, etc., ou la prévente. Et puis surtout, ça c'est le syndrome de l'e-commerce, c'est la précision partout dans le monde, et puis l'engagement, et puis la facilité de livraison d'une certaine manière universelle, donc un niveau d'exigence qui est très élevé, mais quand même le client, il veut aussi un engagement sur le développement durable. Donc c'est le côté schizophrénique dont je parlais tout à l'heure. Donc la situation devient extrêmement difficile et va impacter assez fortement les opérations, parce que l'équation, quand on la regarde comme ça, elle est franchement un peu insoluble. Puisque ça génère une exigence d'agilité, forcément, quand vous voyez ça, et une exigence d'agilité sur des supply chains amont qui, on l'a vu, sont de plus en plus fragiles. Donc c'est un peu compliqué. La largeur de l'offre aussi, ça fait débat, parce que plus vous vendez, vous avez des environnements où vous avez 80% des références qui pèsent 2% du chiffre d'affaires ou 3% du chiffre d'affaires. On se dit, peut-il être raisonnable de continuer comme ça? Pour les opérations, sûrement non. Voilà, pour l'offre produit, peut-être. Mais c'est des vraies discussions. Ensuite, il y a les questions clés de l'offre de service. Doit-on toujours livrer partout dans le monde ses clients très vite, le jour pour le lendemain, etc. Et quelle stratégie de distribution on met en face de ça? L'omnicanal, eh bien, ça a un niveau d'exigence sur les systèmes d'information qui est quand même très élevé. Et sur les organisations des flux, c'est multipartenaire, c'est interconnecté, donc c'est pas très facile. Et puis, le fin du fin en termes de schizophrénie, c'est évidemment des transports rapides mais décarbonés. Donc pour l'instant, on n'a pas complètement trouvé l'équation. Dans le domaine du luxe, par exemple, on sait que quand on veut mettre une collection rapidement à l'international, on va faire de l'avion. Et on se dit, non, mais c'est pas bien de faire de l'avion, on va faire du bateau, mais du coup, on crée des stocks, c'est pas bien, etc. Et ce qui est valable pour le maritime et l'aérien est évidemment valable pour la route et pour tout, quand on a le choix entre du carboné et du décarboné. Et le stock, j'en ai évidemment parlé, parce qu'on veut du stock disponible partout, mais on ne veut pas en avoir trop non plus. Donc, c'est les sujets que j'ai traités tout à l'heure. Donc, vous voyez que cette volatilité et l'exigence du client, ça amène des choses extrêmement complexes. Alors, on en parlera aussi, et ça sera un point d'entrée de beaucoup de webinars. Alors, et ça se couple à quelque chose qui est la conséquence de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la supply chain amont. Alors, ce qu'on appelle, nous, la supply chain amont, c'est tout ce qui se passe, finalement, avant que le produit arrive en stock central, on va dire, pour simplifier. C'est-à-dire... on va aller chez les fournisseurs, fabriquer, et on va produire. Et c'est toute cette supply chain, c'est la planification de toutes ces opérations-là. Quand on dit qu'elle est au cœur ou l'objet de toutes les attentions, c'est que pour la première fois, dans certains secteurs, les problèmes et les tensions et la fragilité de la supply chain amont génèrent des pertes de chiffre d'affaires. Et donc ça, il y a des secteurs où c'est complètement nouveau. On prend l'exemple de la dermocosmétique, ils ont eu des problèmes, ça va mieux un peu maintenant, mais pour livrer un certain nombre de produits, parce qu'il y avait des fournisseurs de verre, de carton, etc., qui n'arrivaient pas à livrer les produits, dans le contexte qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est évidemment toujours vrai dans l'aéronautique, mais c'est vrai dans la pharmacie, on le sait, sur un certain nombre de principes actifs, et ce n'était pas vraiment le cas jusque-là. Et donc, ça veut dire ça que la supply chain amont, il va falloir s'en occuper vraiment, et on est dans une situation, et ça, c'est notre œil de consultant qui ont vu beaucoup de secteurs, on est dans une situation qui, honnêtement, n'est pas très bonne. Alors, pourquoi elle n'est pas très bonne? D'abord parce que, effectivement, la performance des fournisseurs n'est plus très bonne. Et je ne jette pas la pierre aux fournisseurs, c'est difficile pour eux, mais les lead times se sont allongés, le taux de service a baissé, donc ça ne va pas dans le bon sens. On a honnêtement des méthodes de planification qui sont dépassées. Le MRP, c'est très bien, on en a absolument besoin, mais on n'a rien inventé autour du MRP depuis les MRP2 dans les fin des années 70. Bon, ça fait longtemps quand même. DDMRP, dont on le verra dans les différents webinaires, qui apportait beaucoup de choses, mais ne résout pas très bien les problèmes dans le contexte contraint actuel, ça date aussi de 20 ans, on va dire.
et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, alors que pourtant, on a des exigences très fortes en termes de planification des opérations industrielles. Et ça, d'ailleurs, ça a généré un troisième point, c'est que les équipes qui s'occupent de la planification de la supply chain amont, elles sont un peu en souffrance. Donc, les approvisionneurs, même les planificateurs industriels, ils sont entre le marteau et l'enclume, entre le marteau des fournisseurs qui ne livrent pas à l'heure et l'exigence qui dit « mais alors, les produits, pourquoi ils ne sont pas là, t'es en retard, etc. etc. » Et ils ont des méthodes de planification qui sont un peu dépassées. Et puis, ils ont des systèmes d'information qui sont, pour une raison ou pour une autre, mal utilisés. C'est vrai que les ERP, ils couvrent beaucoup de choses, mais quand on regarde, nous, nos clients, la qualité des données dans les ERP et les fonctionnalités qui sont utilisées, on peut être que déçu. Et ce cocktail-là fait qu'effectivement, la qualité de service globale de la supply chain amont s'est dégradée. Et nous, en tant que consultants d'ailleurs, on voit beaucoup plus de projets autour de la planification industrielle ces dernières années qu'il y a quelques années. Et d'ailleurs, très rapidement, c'est assez intéressant. Juste après le Covid, on a eu beaucoup de projets autour du SNOP qui étaient absolument, qui étaient très importants, hein, mais qui regardaient le moyen long terme. Et on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait quand même se focaliser sur le sujet amont et sur des sujets qui sont un peu plus court terme. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire et ça va être l'objet de beaucoup de nos webinars. Il y a déjà mieux collaborer avec nos fournisseurs. C'est très clair. Aujourd'hui, on ne donne pas assez d'informations à nos fournisseurs et après, on s'étonne qu'ils répondent mal. Donc, il y a des sujets de collaboration avec les fournisseurs. Il faut revaloriser un certain nombre de fonctions clés. Les approvisionneurs, pour un certain nombre de raisons, ils n'ont pas toujours la compétence qu'il faut. Le sens de leur action n'est pas très valorisé. Ils sont souvent considérés comme presse-bouton dans le RP, alors qu'ils portent une grosse responsabilité. J'ai parlé de la qualité des données. Innover dans les méthodes de planification, ça fait partie des innovations qu'on porte chez Argon. On vous parlera évidemment de notre chaîne planning, sur lequel on a déjà fait un webinar en juin et sur lequel nous en dirons un peu plus dans les prochains webinars. Et Guilhem va en parler, tout ce que l'IA peut apporter pour résoudre et anticiper plus rapidement les problèmes, c'est-à-dire les voir venir plus vite, parce qu'un des problèmes de la supply chain amont, c'est qu'elle est souvent aveugle et elle ne voit pas les choses. Donc comment interpréter les signaux faibles pour essayer de mieux réagir, ça, l'IA peut apporter ça. Et puis aussi, utiliser ce qu'on connaît peut-être depuis longtemps, mais qu'on remet au goût du jour parce que les données sont là, utiliser des méthodes pour stabiliser la performance des opérations, pour avoir une meilleure adhérence au planning, pour avoir des cycles fiables, pour les réduire, pour être capable de produire mieux avec ou plus avec les installations qu'on a, et ça grâce à la data. Et puis il y a des méthodes qui viennent du Six Sigma. Nous, on a une méthode qui vient de là, mais qui utilise toutes ces données qu'on appelle StableOps, et sur lequel qu'on vous expliquera, et qui est effectivement très porteur de valeur. Alors, en conclusion de cette partie-là, tout ça, ça amène des priorités nouvelles en termes de performance. Alors, on a toujours la performance sur les opérations, mais il y a déjà un premier point clé, et c'est pour ça qu'on appellera ça tout à l'heure la quatrième dimension, c'est qu'évidemment, au fameux triangle coût-stock service, maintenant, on ne parle plus, nous, déjà depuis plusieurs années, de triangle coût-stock service, mais de carré coût-stock service, sustainability ou durabilité, parce que c'est devenu un critère en tant que tel, et qui est absolument indispensable, et qui rajoute de l'antinomie. On savait qu'il y avait déjà de l'antinomie entre niveau des stocks et services, entre coûts et stocks, mais il y a de l'antinomie entre durabilité et vitesse, donc service, donc agilité, entre durabilité et coût de temps en temps, etc. Pas toujours, hein, parce que faire du maritime, ça va dans le bon sens, c'est pas très bon pour les stocks, donc vous voyez. Donc effectivement, c'est une quatrième case qu'il faut que le patron des opérations, qui avait déjà beaucoup de choses à gérer compliquées, il a ça en plus à faire. Donc ça, c'est la première nouveauté. Alors, elle date un peu maintenant quand même, heureusement. La deuxième nouveauté, c'est que le service va toujours être clé. Est-ce qu'on va vouloir toujours avoir l'exigence de rapidité et de vitesse? À voir. Je dirais joker. Moi, j'ai un doute dans la durée. Par contre, là où j'ai pas de doute, c'est que mettre les produits disponibles et avoir les produits disponibles et de manière critique, ça sera toujours vrai. Et être stable et donner confiance aux clients, même si on est un peu moins rapide, ça sera toujours vrai. Sur les stocks, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut privilégier la qualité de stock, c'est-à-dire l'écart par rapport aux normes, aux objectifs qu'on s'est donnés, versus je réduis quoi qu'il arrive. Sur les coûts, bien sûr, il va falloir continuer à rester compétitif, mais dans un monde où le produit n'est pas toujours disponible, où ça ne va pas être si simple,
il est possible, pas sûr, mais il est possible que le fait de faire le moins cher possible ne soit plus le critère numéro 1. Et donc déjà, avoir un bon produit sur lequel on s'engage est un critère fort. Le fait aussi d'avoir des équipes qu'on conserve, qui sont sereines, certes qui sont efficaces, est un critère fort. Et puis, il va falloir être agile tout en maîtrisant les coûts. Et enfin, bien sûr, la durabilité. Nous, on est persuadés que l'euro, le CO2 ne va pas remplacer l'euro, parce que ça va être un peu compliqué. Ça sera d'ailleurs l'objet de plusieurs webinars. Mais le CO2 va devenir aussi important que l'euro. Donc ça veut dire dans le pilotage, le CO2 va être une mesure clé. Évidemment, ne rien produire d'inutile, parce que de toute façon, c'est interdit de détruire les invendus, au moins en France. Et puis réduire le transport, pérenniser les équipes. Donc nous reviendrons là-dessus, mais je pense que c'est un cadrage important pour tout patron des opérations de savoir quel doit être son objectif. Donc voilà pour la partie opération. On va maintenant parler de la partie intelligence artificielle, alors qui est un peu différente, mais c'est tout ce que finalement peut apporter l'IA et comprendre l'IA dans les défis qu'on vient de relever. Donc Guilhem, je te laisse la parole. Merci Fabrice. En effet, on voulait profiter de l'opportunité de ce premier webinaire pour aussi servir d'introduction aux concepts qui vont suivre dans les webinaires suivants. Et donc d'introduire un certain nombre de définitions. Je vais peut-être commencer par là, par introduire ces différents concepts pour qu'en fait on ait aussi des éléments de langage et de concepts communs dans ce qui suivra après. Donc voilà, on a choisi de représenter ça sur la slide que vous voyez, cette imbrication entre les différents concepts, à commencer par celui de l'intelligence artificielle de manière générale, qui donc en soi est un peu un domaine d'étude. C'est comme si je disais la biologie ou si je disais la physique. Dans ce domaine d'étude, en fait, il y a plusieurs approches pour essayer d'émuler la compétence intelligence humaine, en tout cas, qui sort de notre cerveau. Et parmi ces approches-là, il y a le machine learning. Voilà. Mais à l'intérieur du machine learning, en fait, il y a plusieurs courants technologiques qui évoluent. Et que vous voyez représentés ici, parmi lesquels, voilà, on pense par exemple au supervised learning, l'apprentissage supervisé, qui consiste en fait à donner un jeu d'entraînement à un modèle en lui disant voilà tes données d'entraînement et voilà ce à quoi tu dois arriver, et ensuite à lui demander de continuer le trait, de prédire des données qu'il n'a jamais vues. Et un exemple de cas d'usage concret de ça dans les opérations, c'est la prévision de vente. On donne à voir au modèle des données d'historique de vente réelle et on lui demande de continuer le trait dans une situation qu'il a jamais vue. Donc ça, c'est ce domaine du supervised learning, c'est un des domaines du machine learning. Il y a un autre domaine qui est intéressant et qu'on voit sur la slide ici, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est cette méthode d'apprentissage par réseau de neurones, où en fait, on va coder des fonctions mathématiques qui visent à émuler un peu comment fonctionne un cerveau humain, avec des indépendances très fortes, des interdépendances très fortes entre des neurones digitaux, d'une certaine manière. Et ça fait des réseaux entiers qui sont entraînés à un objectif précis. Et parmi ces réseaux de neurones, on retrouve le concept du LLM, du Large Language Model. Donc c'est des réseaux de neurones, mais qui ont été entraînés à un objectif spécifique, celui de continuer des phrases, ou bien de générer une image, ou bien de générer une vidéo. Donc c'est une approche technologique au sein du deep learning qui lui-même est dans la grande famille du machine learning. Donc je pense que c'est intéressant de voir cette imbrication de concepts pour aussi attirer l'attention sur le fait que quand on parle d'IA générative, en fait, on est à l'intersection entre le concept du LLM quand on parle de génération de texte et du domaine du machine learning, et qui finalement, il s'agit d'un sous-ensemble, d'une petite partie uniquement du grand domaine de l'intelligence artificielle, et que ça ne répond pas à tous les enjeux, et qu'il y a d'autres technologies à côté de ça. Donc il est intéressant quand même d'avoir cette imbrication en tête, et c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Alors après, ce qui est nouveau effectivement avec l'IA générative quand même, c'est que c'est un outil qui est particulièrement puissant. En fait, avant, pour faire un modèle de machine learning, il fallait trouver ses propres données, l'entraîner, le customiser pour qu'il réponde bien à l'objectif. Et maintenant, avec les modèles d'IA génératifs, avec les LLM en particulier, avec un simple prompt, on peut les utiliser pour tout un tas de tâches. Et vous voyez certaines de ces tâches à l'écran sur la slide, des tâches d'analyse de contenu, des tâches de résumé, de compréhension, de retrouver une information à l'intérieur de contenus qui sont peu ou pas structurés. Donc tout ça, c'est des tâches qui sont maintenant accessibles avec un simple prompt. Donc je simplifie un peu, parfois c'est un peu plus complexe que ça. Mais auparavant, si on revient quelques années en arrière, pour faire ces tâches-là, il fallait au moins quelques data scientists, voire même un département de data entier pour arriver à craquer le problème. Donc ça devient vraiment beaucoup plus accessible d'utiliser ce type de modèle pour résoudre des problèmes dits des problèmes qui demandent une intelligence. Voilà. Et ce qui est nouveau aussi, c'est cette capacité à générer
du contenu, donc plus simplement à prédire des choses ou à exploiter de la donnée existante, mais aussi à aller générer du contenu, à donner des idées, rédiger des articles, rédiger des posts, du code, etc. Donc tout ça, ça en fait un outil qui malgré tout est complètement nouveau, qu'il faut avoir dans son portefeuille, mais c'est un outil supplémentaire pour le data scientist pour répondre aux enjeux des opérations. Alors justement, quand on voit un petit peu cette richesse, on va dire, de fonctionnalités et de ce qu'il est possible de faire avec l'IA générative, on comprend assez bien pourquoi ces dernières années, on va dire depuis novembre 2022 et l'arrivée de ChatGPT en particulier, il y a eu vraiment une explosion de l'écosystème lié à la data et à l'IA. C'est un écosystème qui avait commencé avant ça, hein, les premières réalisations, on va dire, datent plutôt de 2016-2018 en France. Mais depuis l'arrivée de ChatGPT, c'est vraiment un écosystème qui s'est enrichi à vitesse grand V, qui repose à la base quand même sur ces large language models, ou en tout cas sur ces modèles pré-entraînés d'intelligence artificielle générative, dont on voit quelques exemples là sur la slide, hein, les modèles édités par OpenAI bien sûr, mais aussi Meta, Facebook ou Mistral AI, pour rester en France. Et en fait, à partir de cette base de modèles, c'est déployé, c'est enrichi tout un écosystème de solutions, à commencer par les éditeurs cloud, mais aussi des éditeurs de software plus spécialisés qui tirent leur épingle du jeu en allant utiliser ces technologies dans leurs produits. Donc c'est un écosystème qui est complexe, qui n'est pas du tout exhaustif sur la slide que vous voyez là, mais qu'il faut savoir un peu naviguer pour faire les bons choix technologiques, les bons choix d'architecture, et qui répondent vraiment aux besoins des opérations. Donc justement, puisque cette introduction un peu de concept est faite, plongeons maintenant dans ce que ça veut dire, cette explosion de l'écosystème, du point de vue des opérations, et en fait ce que ça permet. Et on a voulu représenter ça à travers ce mapping, cette slide, qui est très très riche et qui n'a même pas l'exhaustivité de ce qu'on pourrait imaginer faire, ce que certains de nos clients font déjà, sur l'emploi de l'IA au service des métiers des opérations. Donc en fait, ce que vous voyez ici à l'écran, chaque bullet point représente en fait un cas d'usage potentiel et même avéré de l'usage de l'IA dans les opérations. Et on est vraiment sur le domaine de l'IA, hein. En particulier, tous les sujets qui sont data au sens large, donc on peut penser à l'analytique, au reporting, au dashboarding, ne sont pas du tout représentés ici. On est vraiment focalisé sur l'IA. Donc voilà, pour dire que ça peut être encore plus riche que ça si on se penche vraiment sur un mapping plus exhaustif. Bon, néanmoins, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces cas d'usage, mais peut-être 3 observations qu'on peut faire sur ce mapping. La première observation, c'est que on a représenté toutes ces chaînes de valeur, mais chaîne de valeur qui est étendue un petit peu à la frontière, tangente à la frontière des opérations, avec en particulier à gauche le côté consommateur, la connaissance client, avec des cas d'usage comme la personnalisation de cette relation client, et puis à droite, des cas d'usage plutôt sales, retail, avec l'assortiment magasin, les modèles de pricing dynamique, etc. Alors c'est volontaire de les avoir mis un peu aux bornes des opérations, parce que ce sont des domaines qui, en fait, traditionnellement et dans les dernières années, ont plutôt été en avance d'un point de vue réalisation et d'un point de vue technologique par rapport à ce qu'on voit se mettre en place dans les opérations. Donc voilà, c'est aussi pour donner des perspectives sur ce qui se fait un petit peu aux bornes des métiers qui nous intéressent. Mais du coup, c'est la deuxième observation. Si on regarde les métiers qui nous intéressent, on voit assez clairement ici, avec ce code couleur en gras et en rose ici, que émergent des cas d'usage qui sont considérés comme particulièrement matures aujourd'hui quand on parle de l'implémentation de l'IA dans les opérations. Donc on pense particulièrement en manufacturing à la maintenance prédictive. En supply chain planning, c'est évidemment le cas d'usage de la prévision de vente, du demand forecasting, ou en logistique, la prévision, la planification d'activités logistiques. Et donc dans ces 3 cas-là, qui sont peut-être les 3 les plus matures sur ce domaine, eh bien on revient à ce que j'avais présenté en introduction, ces 3 cas qui finalement implémentent le machine learning, mais sur des données structurées, sur des données tabulaires, du numérique, et non pas sur l'intelligence artificielle générative. Et ça se comprend assez bien dans la temporalité. Malgré tout, l'intelligence artificielle générative, ça a 2-3 ans éventuellement, vraiment dans toute sa potentialité en tout cas. Là où ces autres méthodes de machine learning sur des données structurées, elles sont un peu plus anciennes et donc elles bénéficient d'une maturité plus forte aujourd'hui. Et c'est peut-être la 3e observation qu'on peut faire sur ce slide, il y a aussi un certain nombre de cas d'usage qui émergent grâce justement à l'IA générative, grâce au LLM, qui sont ici en gris sur les différents domaines, et dont certains vont être traités dans les webinaires qui sont à suivre sur les prochaines semaines.
Peut-être en particulier, je peux citer Supply Chain Copilot dans le domaine du supply chain planning, qui va montrer comment on peut utiliser l'intelligence générative, les LLM en particulier, pour aller outiller différentes fonctions de la supply chain, demand planning, appro, etc. On va aussi avoir, ça ce sera l'épisode 2 d'ailleurs, le Supply Chain Copilot, c'est dès demain. On va aussi avoir l'épisode 3 autour du concept de l'acheteur augmenté, qui va aussi montrer l'implémentation de ces cas d'usage qu'on voit en bas à gauche autour du scoring fournisseur, de veille de marché, de préparation de négociation. Et puis, on aura aussi un webinaire, ce sera l'épisode 6, qui traitera autour des sujets SG&A, sur le concept d'automatisation des processus administratifs, qu'on a appelé Soft Process Automation, mais qui est vraiment ce concept d'aller un cran plus loin que ce que permettait la RPA, et comment l'IA générative, dans ce contexte-là, permet d'outiller des processus qu'auparavant on ne savait pas automatiser avec la RPA. Donc voilà un peu les constats qu'on pouvait faire sur cette slide. Maintenant, quand on voit tout ça et la richesse des cas, la question naturelle qu'on a envie de se poser, c'est mais comment on fait pour mettre en place ces cas-là? Comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'il y a des prérequis qu'il faut pouvoir cadrer? La réponse est évidemment oui, il y a des prérequis. Et ces prérequis, c'est un peu toujours les mêmes quand on parle de data et d'IA au sens large. C'est qu'il faut avant tout des fondations. Voilà. Des fondations qui sont des fondations techniques, technologiques, de choix d'outils, de choix de solutions, comme je le mentionnais avant dans cet écosystème, mais aussi des fondations de compétences, d'avoir les bonnes équipes qui savent utiliser ces outils. Et les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on parle de cas d'usage plutôt machine learning ou plutôt IA générative. Mais toutes ces fondations-là, elles vont être évidemment au service de ces cas d'usage, de la roadmap qu'on veut pouvoir mettre en œuvre. Et elles doivent malgré tout s'opérer dans un cadre stratégique qui est bien défini, un cadre qui va donner la vision, qui va donner la roadmap, et qui va donner aussi les priorités malgré tout dans cette richesse et ce champ des possibles qui est particulièrement large comme on l'a vu avant. Donc voilà, des fondations qu'il faut savoir construire, mais qui vont être construites assez progressivement finalement, parce que quand on voit un peu la pyramide ici, on peut avoir un peu peur et se dire que voilà, la marche à franchir est énorme. Et c'est vrai que c'est riche, il y a un nombre de sujets qui est important, mais c'est néanmoins des sujets qui vont être mis en place de manière progressive. Et nous, on croit beaucoup à cette mise en place tirée vraiment par les cas d'usage. Donc tous les sujets-là ne sont pas à cadrer au jour 1, mais vont être plutôt mis en place de manière successive au fur et à mesure de la montée en maturité des cas d'usage. Néanmoins, il y a quand même quelques sujets qui sont très importants et qui doivent être cadrés dès le jour 1. Les sujets de confidentialité et de sécurité en particulier, évidemment. Il faut commencer par là et ne pas faire d'erreurs fondamentales, en tout cas au démarrage. Donc voilà un peu ce que je voulais partager en termes de concepts fondamentaux et vous donner des clés assez rapidement, une mise en perspective un petit peu de ces enjeux de l'IA dans les opérations et donner des clés pour les webinaires qui vont suivre. Mais donc ce qu'il faut un petit peu retenir aussi, c'est que quand on parle d'intégrer l'IA dans les opérations, ça ne revient pas à vouloir mettre des chatbots partout. Ce n'est pas du tout ça le message qu'il faut retenir. C'est que c'est avant tout, et depuis plusieurs années, quand même des méthodes de machine learning qui travaillent sur la donnée numérique, qui est vraiment au cœur des processus opérations, des méthodes de machine learning qui ont fait leurs preuves maintenant et qui sont particulièrement matures. C'est vrai aussi, depuis 2023, c'est cette émergence d'assistants IA grâce à la GenAI qui vont permettre d'aller automatiser un certain nombre de tâches et d'outiller les fonctions des opérations. Et c'est très certainement, dans un futur très proche, une hybridation de ces technologies, une interconnexion qui va permettre d'aller encore plus loin et d'adresser des processus plus complexes. Donc on vient de le voir, ça représente un champ des possibles qui est très large, dans un écosystème qui est mouvant et qui cesse d'évoluer, avec des nouvelles technologies qui sortent quasiment tous les jours. Et donc ça représente quand même un défi d'agilité, d'adaptabilité, de pouvoir établir une roadmap certes initiale, mais de pouvoir la faire évoluer assez rapidement. Et donc le défi de l'agilité, c'est un des défis pour innover dans les opérations, un des défis que Fabrice va maintenant évoquer. Oui, juste 2 minutes, mais il est effectivement, on le constate, plus long et plus difficile d'innover dans les opérations, dans les autres domaines. Et vous le constatez tous, et c'est pas parce que les opérations sont plus conservatrices ou etc. Non, il y a plusieurs raisons qui sont factuelles. Les opérations, elles ont besoin de stabilité. De l'industrie, des achats, etc. Ça a besoin de stabilité, on ne peut pas changer tous les jours. Avec les clients, on peut être un peu plus innovant, on peut être, etc. Là, effectivement, ça a besoin de stabilité. Et puis, il y a une exigence de scalabilité. C'est-à-dire que quand on a 100 sites industriels, une innovation, c'est bien, mais il faut être capable de la déployer, sinon ça n'a pas d'intérêt.
dans une empreinte en général, un footprint qui est souvent très large et très multiculturel. Et en plus de ça, dans les opérations, on est attendu au tournant. C'est-à-dire que si on n'arrive plus à fabriquer les produits, c'est compliqué, donc l'échec peut coûter cher. Et puis il faut reconnaître quand même que, et on s'inclut dedans un peu, c'est une culture souvent d'ingénieurs et souvent qui peut être risque adverse, mais on comprend que dans ce contexte-là, c'est un peu normal. On ne voulait pas faire la leçon là-dessus parce que c'est très difficile et je pense que Guilhem a donné l'essentiel des clés. Moi, je voulais juste pointer une ou deux choses. La première, et nous, on est confrontés à ça, c'est l'obsession du benchmark. Faites attention à l'obsession du benchmark parce que dire « Ah, les autres ne l'ont pas fait, alors on ne va pas le faire », si on fait comme ça, je dirais par récurrence, on ne fera jamais d'innovation. Donc c'est bien de voir ce que font les autres, ça donne des idées, mais c'est bien d'avoir des idées en propre. Et nous, ce qui est d'ailleurs intéressant de voir, que ce n'est pas forcément les plus gros qui ont les idées et qui sont innovants. Donc humblement, je dirais aux industriels d'une certaine taille, soyez innovants également sur vos opérations. Et effectivement, comme dit Guilhem, c'est un savant mélange de bottom-up et de top-down, donc dit autrement de use case et comment on les pilote. Et en faisant attention au ROI, parce qu'effectivement, le ROI, c'est toujours un peu risqué, le ROI dans les innovations. Est-ce que ça va rapporter dans 2 mois ? Non, peut-être pas. Donc, il faut laisser chance un peu aux produits. Alors, on reparlera de tous ces sujets dans la suite. Donc, avant de prendre quelques questions, je voulais juste rappeler ce planning. Je pense qu'on ne va pas balayer tout parce qu'effectivement, on a déjà donné l'essentiel des épisodes. En particulier, on a parlé de Supply Chain Copilot. On a parlé de l'acheteur augmenté, on a parlé aussi de la 4e dimension qui est l'environnement, où on aura d'ailleurs la chance de faire ça en collaboration avec la directrice des achats produits de U, qui est Stéphanie Guyonneau. On va évidemment parler de finance du futur, c'est quoi l'impact de tout ça sur la capacité à mesurer. Soft Process Automation, tu en as parlé. Produire au plus vite sans investir. On aura aussi le témoignage de plusieurs industriels, mais j'en ai également parlé. Notre chain planning. Et puis la décarbonation du transport, où on aura aussi la chance, sur ce webinaire, d'accueillir un industriel qui est Sébastien Rapp et qui est patron de la distribution globale chez Ipsen. Et puis, pour rester dans la logistique, on présentera aussi avec un professionnel du secteur qui est Deray, tous les sujets de pénurie autour de la logistique. Et on finira par le témoignage d'une ETI sur l'économie circulaire, où là, l'objectif, c'est pas dire c'est quoi les innovations, c'est dire mais qu'est-ce qui a été fait vraiment, et pour illustrer que les petits font des choses vraiment très très bien. Voilà, donc vous avez les dates ici. J'espère que cette introduction n'a pas été trop longue, a été à peu près claire et vous a donné les éléments pour la suite. Et on a un petit peu moins de 15 minutes pour prendre quelques questions. Si vous en avez, ça sera avec grand plaisir, Guilhem et moi. Bonjour Fabrice, bonjour Guilhem et bonjour à tous. Alors pour commencer, quelle est l'importance de la gouvernance des données dans la réussite des projets d'IA appliqués aux opérations ? Effectivement, c'est une question assez centrale en tout cas et qui se pose naturellement dès que vient la question de dire comment est-ce que je me lance en fait sur ces différents projets. Donc c'est une dimension qui fait partie de la pyramide que je présentais tout à l'heure et qu'il faut pas négliger. Malgré tout, le message peut-être que je voudrais faire passer, c'est que mettre la gouvernance au centre des projets, c'est aussi mettre un niveau, on va dire, de contrôle sur l'innovation, dont l'innovation n'a peut-être pas forcément besoin pour se lancer. Donc, il y a évidemment des sujets de gouvernance sur lesquels, comme je disais, il ne faut pas se rater et il faut vraiment les cadrer dès le jour 1, et en particulier les sujets de sécurité et de confidentialité des données, notamment avec le recours aux intelligences artificielles génératives dans n'importe quelle solution qui utilise des LLM. Comme on l'a vu, c'est dépendant des laboratoires d'IA qui éditent ces LLM. Il faut être très vigilant sur où va la donnée, qu'est-ce qui est enregistré, qu'est-ce qui peut être réutilisé, etc. Donc ça, c'est vraiment un des sujets, en tout cas autour de la gouvernance de la donnée, qu'il faut cadrer dès le jour 1 avant de se lancer. Sur le reste, je dirais que c'est une maturité qui doit se construire de manière progressive. Et aussi parce que la mise en place d'une gouvernance adaptée, c'est un sujet qui repose sur toute l'organisation. Ce n'est pas que les équipes data et IT, ça dépend des métiers. Et quand on vient voir un directeur supply chain et qu'on lui dit qu'il va être data steward du domaine supply chain, il vous regarde avec des grands yeux et il dit c'est quoi un data steward ?
et à quoi ça sert. Donc c'est plus facile d'avoir cette conversation quand derrière on a du concret, on a des réalisations, on a des produits tangibles pour se dire, tu vois, voilà, sur la prévision de vente qu'on vient de faire, être data steward, ça veut dire ça sur les données que tu nous as fournies et qu'on utilise au quotidien. Donc c'est plus facile de mettre en place ce momentum et cette acculturation à travers des réalisations concrètes, d'où le point de mettre en place de manière progressive. Avez-vous des recommandations sur la façon de mener des projets de réduction de l'impact environnemental dans les opérations? Et avez-vous des exemples concrets? Très bonne question. Oui, effectivement, toujours humblement. On a effectivement depuis plusieurs années mené des projets de réduction d'impact environnemental dans les opérations. On aimerait clairement en faire plus. Mais il y a des priorités qui sont difficiles en ce moment. La première recommandation, elle est extrêmement claire, c'est qu'il faut mesurer. Si on ne mesure pas, on peut rapidement dire n'importe quoi. Et donc on peut se tromper d'impact. On peut dire ah bah oui, mais là, il faut se battre là-dessus. En fait, on oublie que y a des produits, par exemple, où on ne sait pas que le Cachemire a un impact majeur sur les sols, y compris sur le carbone, etc. Tant qu'on ne le sait pas, qu'on n'a pas calculé, on ne va pas dire on va peut-être s'intéresser à du Cachemire recyclé, etc. Et puis là où on se dit il faut absolument faire venir tous les gens en vélo, c'est extrêmement bien de faire venir tous les gens en vélo, mais ça va peser 0,001% de l'impact environnemental global. Donc il faut avoir une mesure et qui soit relativement précise. Alors on a un peu évolué dans le temps parce que c'est bien d'avoir les ordres de grandeur, mais on peut faire des erreurs. Yannick Milgoto, qui est un des associés spécialisés en sustainability chez nous et puis sur les produits agroalimentaires, me dit quand on prend des laits de différentes vaches, eh bien il va y avoir des impacts environnementaux qui varient du simple au double, au triple. Donc on ne peut pas dire le lait, c'est ça. Non, pas tout à fait. Donc il y a un travail de mesure, ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est ensuite de prioriser en fonction de ces leviers et de l'accessibilité. Ça, c'est relativement simple une fois qu'on a fait les mesures. Et ensuite, bien sûr, de traiter ça comme un projet de transformation des opérations. Et ça, j'aurais tendance à dire, les gens qui font des opérations, ils savent faire, ils ont fait des projets de réduction de stock, ils ont fait des projets de réduction de coûts. Et ça veut dire quoi ? Toutes les bonnes pratiques, et notamment d'embarquer les équipes, qui, pour le coup, vont être plus faciles à embarquer que pour les autres sujets, je vous le garantis. Et donc, traiter ça comme un vrai sujet de transformation. Et ça, c'est absolument clair. Et évidemment, même si vous avez des projets qui ne sont pas orientés sur la réduction de l'impact, votre devoir, c'est de toujours voir pour tous les projets quelle réduction d'impact il va avoir ou pas. Nous, d'ailleurs, chez Argon, on a fait quelque chose depuis quelques années. On a mis en place ce qu'on appelle le PSI, un indicateur qui s'appelle Project Sustainability Impact, et qui, pour tous nos projets, mesure s'il a un impact environnemental. Il y en a qui ont 100%, d'autres 0%, malheureusement, certains 25%, etc. Et ça me paraît être une bonne recommandation pour mesurer toujours si vous êtes en train de faire des choses qui sont positives pour l'environnement. Voyez-vous des métiers ou des compétences des opérations qui vont particulièrement évoluer dans les prochaines années, donc disparaître, apparaître ou être transformés significativement? Peut-être je peux commencer à répondre. Oui, je te laisse cette question. Effectivement, en tout cas, quand on regarde un peu la potentialité de l'IA, rien qu'aujourd'hui, et la vitesse à laquelle ça évolue en ce moment, on peut se dire que oui, à horizon quelques années, les impacts vont être encore plus importants. Et donc, en particulier, on pense à tous les processus qui sont très transactionnels, qui sont très administratifs et qui outillent aujourd'hui une supply chain pour pallier à un déficit du transactionnel. Et je veux dire par là que voilà, des choses que le RP ne fait pas, finalement on les fait à côté dans un Excel, on envoie des mails, on communique comme ça. Toutes ces tâches mises bout à bout, c'est un gros bloc, on va dire, du temps que passent les équipes opérationnelles au quotidien sur les processus de la supply chain et des opérations en général. Et on peut se dire que tous ces processus-là, ils vont être très rapidement, outillés par l'IA. Alors, en totalité, peut-être pas au jour 1, mais à minima en partie. Donc oui, les métiers vont forcément évoluer beaucoup.
L'espoir quand même, c'est qu'en fait, on évacue toutes ces tâches un peu à faible valeur ajoutée, assez répétitives, et qu'on libère du temps de cerveau humain pour aller réfléchir sur les vrais sujets, sur les vraies problématiques qui ne sont pas encore adressables par l'IA, pour aller mener des projets, pour aller transformer la manière de fonctionner et pour répondre à tous les enjeux que Fabrice a évoqués aujourd'hui. Un des cas d'école dont on parlait tout à l'heure, c'est l'approvisionneur. L'approvisionneur, aujourd'hui, il a une tâche souvent ingrate avec beaucoup. Quand on demande à un approvisionneur à quoi il passe son temps, il va dire que 80%, il met à jour des données dans le RP, il appuie sur des boutons, etc. Ce qui n'a pas de valeur, au fond, pour l'entreprise, alors qu'il y a des choses qui ont une valeur énorme et dont il n'a pas l'information pour les exécuter. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on a mis en place dans les méthodes de planification, ce n'est pas forcément de l'IA, mais on a quelque chose qui dit à l'approvisionneur, si tu ne fais pas ça, tu vas faire perdre à l'entreprise 500 000 euros ou 1 million d'euros. Et alors, du coup, ça lui donne un sens. Et ce qu'il a à faire, c'est quelque chose à forte valeur ajoutée. C'est aller discuter avec le fournisseur en essayant de voir comment il peut faire, couper la commande en deux, essayer d'avancer. Et ça ne va pas forcément être l'IA tout de suite qui fait ça. Et donc, ça illustre parfaitement ce que dit Guilhem, c'est-à-dire décharger des tâches à valeur ajoutée faible qui va être automatisées vers des tâches à forte valeur ajoutée. Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir des métiers qui vont disparaître complètement? Joker pour l'instant. Ouais. Voilà. Quelles innovations spécifiques dans les méthodes de planification ont été testées pour mieux connecter les opérations amont à la demande fluctuante du marché? Donc c'est effectivement, nous, c'est un sujet sur lequel on a énormément innové ces dernières années. La première méthode qui date de 20 ans, qui s'appelle d'ailleurs comme ça, puisqu'elle s'appelle Demand Driven MRP. Donc Demand Driven. Donc c'est bien pour connecter tout le monde, en théorie, aux signaux de demande. Donc c'était un premier pas. En pratique, quand on regarde ce que fait DDMRP, c'est pas tout à fait ça. Puisqu'en fait, on met des stocks intermédiaires. Et puis chaque maillon, finalement, la demande, c'est la consommation du maillon d'après. Alors, effectivement, avec des finesses et des niveaux qui sont bien faits, etc. Mais les maillons ne sont pas connectés directement à la demande client. Et aujourd'hui, on a des problèmes comme ça. Par exemple, vous lancez un nouveau produit, eh bien, si ce produit marche ou pas, le temps que le fournisseur, l'approvisionneur et le fournisseur soient au courant qu'il faut qu'il bouge, il va se passer beaucoup de temps parce que les approvisionneurs ne sont pas connectés directement à la demande client. Donc nous, on a mis en place des nouveaux concepts qu'on a appelés notre chain planning. On en a déjà beaucoup parlé. Il y aura un webinaire consacré à ça. Et on pense que c'était déjà... ça apportait déjà beaucoup de valeur dans les contextes précédents, mais dans le contexte actuel, pour prendre en compte les vraies contraintes et puis la volatilité de la demande et puis l'exigence des clients, ça nous semble être une méthode qui va devenir incontournable. Quels outils et technologies spécifiques recommandez-vous pour débuter avec l'IA dans les opérations, notamment pour les petites et moyennes entreprises? Alors oui, effectivement, la réponse est sans doute vaste, parce que comme je le montrais tout à l'heure, l'écosystème technologique, on va dire, autour de l'IA, il est quand même très très riche, et il y a des nouvelles boîtes qui sortent tous les jours. Rien qu'hier, je tombais sur un article qui parlait d'une start-up qui se lançait pour faire des data centers dans l'espace pour entraîner les IA génératives. Donc vous imaginez un petit peu l'ampleur et l'ambition qui est mise dans le monde autour de ces sujets-là. Donc si on redescend un petit peu sur Terre, justement, autour de cette problématique de dire comment je m'y prends, moi, si je suis un acteur de petite ou de moyenne taille, je dirais qu'on revient un peu à la question du make versus buy, en fait. Parce que comme je le montrais dans l'écosystème, on va toujours avoir le choix de se dire je vais laisser faire mes éditeurs, je vais me reposer sur des softwares spécialistes du marché qui vont embarquer l'IA dans leurs fonctionnalités et qui vont permettre d'aller plus loin. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, on laisse faire son éditeur, son APS ou son ERP en suivant leur roadmap. L'inconvénient, c'est qu'on suit leur roadmap. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que ce que l'éditeur fait. Et c'est vrai que quand on voit la vitesse à laquelle les technologies sortent et évoluent, on voit difficilement comment un éditeur, avec son inertie, va suivre le mouvement aussi vite que l'écosystème. Du coup, l'autre approche, qui sans doute est complémentaire, pas pour l'opposer, mais pour dire que c'est vraiment complémentaire, l'approche du make, qui consiste à repartir de plus bas niveau, repartir des LLM, repartir de ces technologies-là et du cloud, et de les assembler comme un jeu de Lego pour répondre à un besoin spécifique. Et cet assemblage de technologies, en fait, il n'est pas si compliqué, parce que justement, je le montrais, ça reste des outils qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant, et avec quelques profils IT et data qui hybrident ces compétences,
on peut arriver à faire des choses assez incroyables. Et on l'a vécu aussi chez nous, même en interne Argon, voilà, avec quelques personnes, on a réussi à développer un chatbot qui sert à tout le cabinet, qui répond aux questions des consultants au quotidien, qui est outil dans leur processus. Donc ça reste accessible malgré tout à une entreprise de taille moyenne, voilà, d'aller dédier quelques personnes sur ces sujets. Je pense qu'il est important, qu'il est intéressant aussi d'avoir un benchmark en tête. Alors voilà, je donne quand même un benchmark, même si c'était dans les mauvaises pratiques données par Fabrice, qu'aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qui se fondent, qui sont en étape de scale-up, je dirais, les entreprises qui sont en étape de scale-up, ces entreprises-là dédient jusqu'à 5% de leurs ressources humaines sur des sujets data et IA. Alors qu'elles font des produits qui ne sont pas des produits data et IA à la base. Voilà. Donc 5%, c'est énorme. Et dans le CAC 40, on n'est pas du tout là. Donc là, il y a quand même un champ des possibles qui reste assez important. Et donc, il ne faut pas avoir peur, voilà, quand on est une ETI, de se dire qu'avoir quelques profils spécialisés sur la question, c'est mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir hybrider le côté make à façon et le côté buy qui va sans doute aller adresser des cas d'usage un peu complémentaires. Fabrice, nous arrivons au bout de cette session de questions-réponses, donc je vous laisse la parole pour le mot de conclusion. Écoutez, on espère que vous avez été intéressé par cette introduction et surtout que ça vous a donné envie d'aller plus loin dans les webinaires de septembre. Donc, ils s'enchaînent assez vite, hein, vous allez voir. Mais enfin, ça dure, vous voyez, ça dure pas longtemps, c'est assez rapide. On se permettra aussi, pour un certain nombre de webinaires, de faire des replays si vous n'avez pas pu assister en direct. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir les voir en différé, ce qui peut être dans certains cas plus pratique. Bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci.